Chers amis des archives diplomatiques, nous sommes heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Pécou, président de la Bibliothèque nationale de France, qui va évoquer pour nous la diplomatie culturelle et scientifique de la BNF. Après les études américaines, il passe une agrégation d'histoire et devient un spécialiste de l'Italie. Il met ensuite une carrière sur trois fronts, si je veux dire. Une carrière d'abord d'historien et d'universitaire, spécialiste donc en particulier de l'unité italienne, mais il est directeur d'études, président de l'école pratique des hautes études et enseigne également à Sciences Po. Mais il est également diplomate, puisqu'il est ambassadeur d'Autriche avant de devenir président de la Bibliothèque nationale de France. Et enfin, il a été également gestionnaire de grandes structures éducatives dans le domaine de l'éducation ou de la culture. Il était recteur de l'Académie de Nancy-Metz et recteur de l'Académie de Paris. Il est donc président de la BNF depuis 2024, je crois. Il est auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l'Italie, mais au-delà de l'Italie, avec notamment un grand atlas de l'histoire de France. Et il a dirigé un certain nombre d'ouvrages collectifs. Donc, je pense qu'il est tout à fait habilité à nous parler de la diplomatique, des activités de la Bibliothèque nationale de France, et je lui cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, la Bibliothèque nationale de France nous dit beaucoup de la relation de la France au monde. Elle n'est pas la seule institution à le faire, mais son histoire, ses dimensions en font une vraie bibliothèque du monde. À travers l'histoire de ses collections, mais aussi son itinéraire institutionnel, l'histoire de ses usages internationaux et l'histoire de ses usages proprement diplomatiques. C'est sans doute, Monsieur le Président, chers amis, cette spécificité de l'objet, c'est-à-dire de la bibliothèque, qui me vaut l'honneur, comme président de la Bibliothèque nationale de France, d'être des vôtres ce soir. Je me donne ainsi l'occasion de vous remercier de m'avoir convié, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau, lesquels c'est un de mes collègues, l'Association des Amis des Archives diplomatiques, pour remercier également Monsieur le maire adjoint, car j'ai plaisir à me retrouver dans votre arrondissement, dans votre belle mairie, dans la mairie d'un maire que je connais bien. Alors oui, il y a une histoire transnationale des bibliothèques nationales, et notamment de la nôtre. La formule, qui n'est paradoxale qu'en apparence, s'impose aisément à travers trois constats simples. D'abord, une bibliothèque nationale qui élabore la place d'un pays dans le monde. Pardonnez cette banalité. Son rayonnement participe ainsi de cette classique image de la puissance, récemment étudiée dans le cas de la France par Guillaume François dans la synthèse livrée chez Perrin en coédition avec les archives diplomatiques. L'ancien directeur des archives diplomatiques m'avait lui-même remis l'image de la puissance, la diplomatie culturelle de la France au XXe siècle. Une diplomatie et une image de la puissance qui est présentée comme l'héritage d'une conception Louis XIVienne de la puissance et d'une puissance européenne d'abord liée à sa littérature et à ses arts. Puis, deuxième constat, une bibliothèque nationale est internationale parce que son contenu est supposé dire le rapport à l'universel. Et en matière de rapport à l'universel, nous en savons quelque chose dans l'histoire et l'historiographie de la France. Et cela à travers sa masse documentaire, et surtout
la diversité de représentation de ce que l'on appelle, depuis la fin du XXe siècle, les aires culturelles. Le dépôt légal, et le nôtre est le plus ancien du monde, depuis l'ordonnance de Montpellier de 1539, le dépôt légal ne signifie pas que la connaissance s'arrête à la nation. L'étendue des sujets traités par des publications imprimées en France, donc au dépôt légal, peut au contraire témoigner d'une forme de supériorité intellectuelle. Et du reste, ce que la bibliothèque n'a pas par dépôt légal ou par héritage des collections du roi, elle peut l'acquérir ou se faire donner, et cela aussi, nous y reviendrons, cela aussi est un signe de rayonnement. Enfin, la vie internationale de la Bibliothèque nationale s'illustre à travers l'usage proprement et factuellement diplomatique, ou en tout cas l'usage par la diplomatie classique de la Bibliothèque nationale comme premier établissement culturel public du ministère de la Culture français. C'est pour essayer de reconstituer, en réponse à votre invitation, et d'articuler ces divers niveaux du rayonnement international de notre Bibliothèque nationale depuis le XIXe siècle. Je suis 19e, vous l'avez rappelé, donc je parle de ce que je connais, que je me propose d'évoquer sa place dans l'évolution de notre diplomatie culturelle et de façon générale dans l'évolution de notre diplomatie. Je le ferai à travers 3 moments symétriques pour laisser peut-être de l'espace aux échanges et à la réflexion sur notre actualité et sur le contemporain de notre bibliothèque. Dans un premier temps, quelques brefs éclaircissements sur ce que peut être une diplomatie des bibliothèques et des livres dans la diplomatie culturelle. Puisque vous l'avez rappelé, on me demande d'évoquer la diplomatie culturelle là, en présence de beaucoup de personnes qui l'ont certainement pratiqué, mieux pratiqué encore et avant que moi. Puis suivra un plus long volet historique sur ce que signifie le rapport au monde de notre bibliothèque depuis le XIXe siècle, autour de ce que l'on n'appelait pas encore une diplomatie d'influence. Et cela avant de clore sur nos orientations actuelles, autour de l'identification de la Bibliothèque nationale comme vecteur de diplomatie culturelle et scientifique de la France. Alors, oui, il y a de prime abord une relation qui ne va pas de soi entre l'utilisation fréquente, une utilisation presque omniprésente de l'expression de diplomatie culturelle dans l'espace médiatique, public et même universitaire. Dans l'espace universitaire, il ne manque pas, depuis quelques années même, de masters de diplomatie culturelle ou de diplomatie de la culture. Une collègue de l'Université de Milan distingue ainsi dans son master très clairement, Federica Olivares, la diplomatie de la culture et la diplomatie culturelle. Ça devient une catégorie de diplomation même. Et face à cela, le contraste est saisissant entre donc cette omniprésence, qui n'est pas simplement une omniprésence textuelle, qui est une omniprésence médiatique, et d'autre part, le statut de la diplomatie culturelle dans l'approche de la diplomatie et dans la pratique de la diplomatie. Si on consulte l'excellent manuel dirigé par notre collègue Maurice Weiss sur la diplomatie française, outil et acteur depuis 1980, que vous connaissez, publié en 2018, préfacé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, on s'aperçoit tout bonnement qu'il faut attendre la 3e partie, intitulée « Les services à l'étranger », pour voir apparaître la culture au détour d'un sous-chapitre sur le développement des services spécialisés. 2 pages intitulées « Les services de coopération et d'action culturelle ». Puis attendre la dernière partie, la partie 5 de l'ouvrage, intitulée « L'action diplomatique », avec un chapitre sur les politiques d'influence et des points respectivement consacrés à la diplomatie de l'audiovisuel, à la francophonie, à la diplomatie du numérique et à la coopération universitaire et de recherche. Bref, une idée simple, claire, c'est fait en quelque sorte de jour, l'idée que la diplomatie culturelle ou la diplomatie de la culture serait d'autant plus efficace qu'elle renverrait à l'informel et donc n'apparaîtrait jamais explicitement ou toujours a posteriori. Alors il est vrai que, ce disant, nous sommes dans le sillage des catégories de Joseph Nye, le célèbre inventeur non breveté, d'ailleurs malheureux, de la soft diplomatie, qui là en matière d'omniprésence textuelle, parce que soft diplomatie, que l'on traduit d'ailleurs étonnamment en français par diplomatie d'influence, à supposer que toute influence relève de cette douceur. Dans la soft diplomatie, Nye définit, vous le rappelez peut-être, les 3 sources de la puissance,
distinguant clairement entre l'attractivité des valeurs politiques, entre la politique étrangère, de façon générale, et sa perception dans le monde, et, de façon bien séparée, ce qu'il appelle le rayonnement culturel. Et lors, notre interrogation, très simple, concerne le positionnement du livre, de la bibliothèque, entre rayonnement culturel et action diplomatique, soit action diplomatique diffuse, soit action diplomatique structurée. Alors, que veut-on clairement signifier quand on évoque une diplomatie du livre ou une diplomatie des bibliothèques? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cela, mais en tout cas, comme on le fait très souvent, je peux répondre avec un certain nombre de questions. D'abord, l'expression de diplomatie des bibliothèques est liée à une réflexion générale sur la démocratie et sur la diplomatie des valeurs. C'est une chose qu'il nous faut rappeler parce qu'elle réapparaît très souvent dans les textes. Les liens entre bibliothèque, certification documentaire, transmission de l'information comme indicateur et vecteur de diffusion de la démocratie. C'est le sens, par exemple, de tous les travaux publiés d'abord en langue anglaise, il est vrai, notamment ceux de l'ancienne présidente de l'Association des bibliothécaires américaines, American Library Association, Nancy Tramick, sur Libraries and Democracy, ou ce qu'elle a inspiré sur les bibliothèques pendant la Deuxième Guerre, notamment dans le monde anglophone, aux États-Unis, comme vecteur de diffusion des idées et même de contre-propagande, ou dans le monde des Dominions, comme ceux d'un grand promoteur maintenant de l'histoire de la diplomatie des bibliothèques, qui s'appelle Alex Byrne, un Australien, qui cite, je rappelle, le ministre des Affaires étrangères australien en novembre 1942, Hitler has destroyed books, we went on building the public library. Alors, le public library d'un petit État de l'Australie, mais néanmoins, bâtir une librairie publique apparaît ainsi très clairement comme lié à destiné à contrer l'image des bibliothèques brûlées par le nazisme. Mais évidemment, il y a une acception plus directement concrète liée à l'utilisation internationale des livres et des bibliothèques, au-delà de leur seul usage possible de propagande et de contre-propagande. Cette exception peut être résumée très simplement ainsi. D'une part, la diplomatie qui utilise des livres et des bibliothèques. Nous en aurons maints exemples à travers la circulation du contenu, la circulation des auteurs, les aides politiques éditoriales et aux traductions. Et de l'autre, les livres et les bureaux des livres, la dissémination du bureau des livres. Et de l'autre, la proposition que ce sont les livres et les bibliothèques qui font la diplomatie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On ne manque pas d'exemples historiques de cet usage d'une diplomatie culturelle, non institutionnelle, mais qui serait en quelque sorte une diplomatie de substitution. Je les emprunterai quant à moi à mon domaine d'études, qui a été rappelé précédemment par le président. L'Italie et les relations franco-italiennes. Un exemple très simple. À la fin du XIXe siècle, ces relations, et c'est peu de le dire, sont dans un état plutôt critique. Vous vous rappelez peut-être, la fin du XIXe siècle, c'est la guerre douanière franco-italienne, c'est Crispi, le président du Conseil, et la politique de gallophobie, donc d'opposition à tout ce qui est français ou qui ressemble à la langue française ou à l'influence de la France. Et du côté français, pour ne pas être en reste, c'est la grande période d'italophobie, avec des épisodes extrêmement violents, comme les massacres d'Aigues-Mortes en 1893 et bien d'autres. Et puis avec cela, une diplomatie traditionnelle qui, elle, met beaucoup de temps à réagir jusqu'à façonner le fameux traité franco-secret, le franco-italien secret du début du XXe siècle, bien connu, étudié notamment en son temps par Pierre Lisa dans sa thèse d'histoire des relations internationales. Un état critique des relations, comme du reste, les relations entre voisins en connu, et comme du reste, très précisément, les relations franco-italiennes en illustrèrent même récemment ces états. Eh bien, dans le même temps, alors que ça ne peut pas plus mal aller, dans le même temps, des travaux ont montré que les relations culturelles, notamment liées aux livres et aux bibliothèques,
servait en quelque sorte de diplomatie de compensation. Deux de mes doctorants, il faut les citer, l'ont bien illustré. L'un d'entre eux, Raphaël Müller, avait travaillé à ma demande sur la présence du livre français en Italie à la fin du XIXe siècle, à travers l'édition, à travers les bibliothèques, la position des bibliothèques et la traduction. L'autre, Jérémy Dubois, à son initiative, pour le coup, avait travaillé sur la naissance de l'enseignement de l'italien en France à la même époque. Eh bien, que voit-on? En étant en pleine période de crise, je le disais, plus critique que cela on peut trouver à cette époque, eh bien, on voit qu'on continue à traduire du français en Italie. On voit que les auteurs français classiques sont très présents, voire même parfois encore plus présents à cette période dans les bibliothèques des élites comme dans les bibliothèques populaires. Et on voit de l'autre côté, en France, alors que la campagne italophobe bat son plein, que naît un concours qui est pourtant une institution sacro-sainte dans le paysage académique français, l'agrégation d'italien. L'agrégation d'italien est née exactement au cœur de la crise franco-italienne et avec la naissance de l'agrégation d'italien se diffuse énormément de bibliographies qui mettent au premier plan la lecture de livres italiens et qui impliquent aussi l'importance des gisements documentaires dans les bibliothèques. D'où, pour résumer cela, l'idée que cette diplomatie, comme je le disais, ce sont les livres et les bibliothèques qui se substituent à la diplomatie traditionnelle. Nous en avons maints et maints exemples extrêmement concrets, étudiés pour des relations bilatérales et privilégier les relations franco-italiennes, parce que ce sont celles que je connais et je les avais bien à l'esprit, ces exemples, lorsque je fus chargé par le président de la République avec deux autres de mes compatriotes de la rédaction du traité franco-italien du Quirinal, avec comme charge précise les aspects culturels, universitaires et éditoriaux. Voilà donc pour résumer, pour commencer, un cadre à la fois théorique et historique de la diplomatie des bibliothèques, lié à la fois aux formes de rayonnement d'un pays, mais aussi à la volonté de faire de la culture et de la science des vecteurs bilatéraux ou multilatéraux. Alors, comment cette dynamique s'illustre-t-elle ou est-elle illustrée par notre bibliothèque depuis le XIXe siècle? La Bibliothèque nationale, après avoir été royale et impériale, donne à voir l'affirmation, mais aussi les nuances et les limites d'une diplomatie dite de suprématie et d'influence. Partons du XIXe siècle. Et quand on parle du XIXe siècle, c'est très simple, on ouvre son dictionnaire. Il n'y a qu'un dictionnaire du XIXe siècle, c'est le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, publié entre le Second Empire et le début de la Troisième République, mais véritable compendium des idées libérales et progressistes du siècle. Pierre Larousse, le bibliothécaire à ambition monstrueuse, tel que le définit Jean-Yves Mollier, est promoteur d'un modèle français, qui est un modèle, je le disais, certes progressiste, mais qui n'en reste pas moins hégémonique et écrasant. Et donc Pierre Larousse fait de Paris le centre du monde. Rien d'étonnant à ce que sa bibliothèque soit alors, elle aussi, la bibliothèque du centre du monde. Je cite Larousse. En traitant plus haut des bibliothèques en général, nous avons esquissé l'historique de la formation de celle qui passe à bon droit pour la première bibliothèque du monde et qu'on définira successivement sous les noms de bibliothèque du roi, de bibliothèque royale, nationale et impériale. On pourrait plutôt, à juste titre, l'appeler la bibliothèque de la France, en considérant l'immense quantité d'ouvrages et de documents de toutes sortes qu'elle renferme. Pour être exact et juste, Larousse nuance son superlatif français, l'admettant aussi que la plus célèbre bibliothèque d'Italie, dit-il, celle du Vatican, est aussi la plus ancienne d'Europe, et donc un climat historique sur la France, et en constatant que la bibliothèque du British Museum, qui est en réalité la British Library, la bibliothèque d'Angleterre, est, je cite, un dépôt de livres qui a cet immense avantage sur notre bibliothèque nationale d'être exactement cataloguée. Il est vrai que l'histoire de la modernisation de la bibliothèque nationale au XIXe siècle, c'est la quête de son catalogue. Le superlatif
peut-être une façon de dire notre relation au monde. Pierre Larousse, en tout cas, on est convaincu, ce n'est sans doute pas la meilleure. C'est en tout cas un mode français bien éprouvé, qui n'est pas limité au XIXe siècle. Et on se rappelle la déclaration de François Mitterrand lors de la fameuse interview du 14 juillet 1988, c'est encore à l'esprit, où le président surprend tout le monde en annonçant à M. Mourouzi, je cite, « Je veux que soit entrepris la construction et l'aménagement de l'une de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde. Bref, poursuit-il, il faut que Paris et que la France tout entière puissent démontrer ce qu'ils sont capables de faire. » Voilà que les choses sont clairement dites, presque l'impression d'avoir enjambé tranquillement le siècle de la déclaration de Larousse à la déclaration programmatique du président Mitterrand. Simplement, notre problème à nous, la question qui nous est posée, est d'identifier ce qui fait la spécificité historique de ce superlatif international assumé au XIXe siècle au cœur de la bibliothèque. Peut-être d'abord l'organisation et le statut de la bibliothèque française, qui renvoie à un modèle propre, un modèle qui est considéré comme un modèle véritablement spécifique, unique, celui qui est défini par exemple par le grand historien du livre que l'on connaît, Frédéric Barbier. Les bibliothèques nationales, et a fortiori la bibliothèque nationale française, répondent au XIXe siècle à une fonction nouvelle, non plus d'illustration du prince et de sa résidence, mais de conservation et de mise à disposition de ce qui relève de l'identité collective dans le domaine de l'écrit. La spécificité de la Bibliothèque nationale étant d'être, aux yeux du monde, l'une de celles qui incarne le plus la solidité et l'ancienneté d'un modèle de bibliothèque de l'État-nation au service d'un primat universel ou universaliste du pays, qui ressemble quand même, en veuille ou non, à l'affirmation d'une hégémonie. C'est le sens du testament de Victor Hugo, bien connu par ailleurs. Hugo, vous le rappelez sans doute, est le premier à léguer l'ensemble de ses manuscrits, de ses archives à la Bibliothèque nationale, ouvrant ainsi une lignée d'écrivains qui feront la même chose. Hugo écrit ce testament, qui est la seule des pièces qui manque à la Bibliothèque nationale, puisqu'elle est aux archives, celle des pièces hugoliennes. Je donne tous mes manuscrits et tout ce qui sera trouvé, écrit ou dessiné par moi, à la Bibliothèque nationale de Paris, qui sera un jour la bibliothèque des États-Unis d'Europe. Juste écho de toutes les déclarations sur les États-Unis d'Europe de Victor Hugo pendant un temps des peuples, à une époque où Hugo, dans toutes ses professions d'Europe, veut dire que s'il y a une Europe unie, la France en sera le centre, Paris l'unique capitale, et donc sa bibliothèque, qui est dite nationale de Paris, la seule bibliothèque de l'Europe, avec en son centre donc les manuscrits de Victor Hugo, qu'il avait déjà pris soin de faire relier de son vivant. Pour s'affirmer au monde, une bibliothèque nationale, ce doit donc être moderne, ce qui se traduit au XIXe siècle, pour la nôtre, par un agrandissement des locaux et une modernisation de son cadre. Pour être très juste, cela relève, pour le coup, d'abord de l'imitation, puisque c'est la bibliothèque du British Museum qui donne l'exemple, la grande bibliothèque administrée par l'exilé italien, Modenay du Risorgimento Panizzi, qui est à l'origine vraiment du rayonnement de la modernisation de cette bibliothèque, et qui est l'exemple et le modèle qui obsède, nous rappelle Mérimée, tous les ministres français qui souhaitent vraiment, et notamment Fould, soit à l'époque la Bibliothèque nationale, impériale de France, et des locaux et des principes de rationalité, je pense au catalogue, mais surtout des locaux à l'image de la bibliothèque du British Museum. Ce sera le cas avec la construction de la grande salle de travail, que l'on appelle désormais du Mans, pas un du Mans, mais que l'on appelle salle Larousse, alors qu'elle n'est que la salle de travail de lecture de la Bibliothèque nationale, mais maintenant avantageusement à disposition de l'Institut national d'histoire de l'art, grande et belle salle de bibliothèque, la plus moderne d'Europe à cette époque.
Cela se traduit aussi par le fait de profiter des bénéfices et des apports de la science des bibliothèques, de la bibliothéconomie, en lien notamment avec les grandes bibliothèques des facultés en France, et notamment de la Sorbonne, après 1888. Et ce mouvement se fait aussi en relation avec les bibliothèques étrangères, notamment du monde germanique, notamment allemande, ce qui conduit, je le rappelais, l'administration de la bibliothèque impériale et bientôt désormais de la bibliothèque nationale plutôt à préconiser, voire à imposer pour le recrutement des nouveaux conservateurs l'usage de l'allemand au début des années 1880. Je crois que l'usage s'est perdu depuis, mais en tout cas il était très clairement, très précisément stipulé. Outre le rayonnement international de son architecture fonctionnelle, la bibliothèque a aussi besoin de symboles de son rayonnement international, comme en quelque sorte l'écriture de sa généalogie sur la voûte de l'une des grandes salles du site Richelieu. L'autre des grandes salles, la salle de travail et de lecture, c'est la salle ovale que vous connaissez sans doute, qui a été magnifiquement restaurée par mes prédécesseurs. Revenons plutôt à sa jeunesse. La salle ovale, ses travaux ont commencé en 1897. Elle a été achevée bien après la Première Guerre mondiale, au début des années 30. Mais ce qu'on a achevé avant la Première Guerre, et un dossier d'archives que nous avons pu consulter en témoigne, c'est sa voûte, et notamment au-dessous de sa voûte, la corniche, qui porte le nom des grandes bibliothèques, ou plutôt des noms de villes. Si vous êtes allé dans la salle ovale, et que consulté les livres, vous avez regardé les cieux, vous avez vu qu'il y avait une galerie avec des noms de villes et une topographie gravée. Cette galerie, cette corniche, est achevée en 1913, très précisément. Elle porte une série de noms de villes gravés, 16 noms de villes, où se retrouvent des villes de l'Antiquité mésopotamienne, égyptienne, grecque et romaine, des villes de la Renaissance et des capitales considérées comme des grandes villes du XIXe siècle, du début du XXe siècle, avec de grandes bibliothèques. On y trouve les grandes bibliothèques et les grandes villes d'Europe, et puis les deux extrêmes géographiques de l'Amérique et de l'Orient lointain. Alors, cette galerie fait qu'on a Alexandrie, bien évidemment, pour les villes mythiques, mais tout autant Athènes et Rome qui se font face, Ninive, Babylone, Jérusalem, Byzance, Thèbes, Carthage, Florence, Vienne, Washington, Pékin, Paris et Londres et Berlin. Berlin dont on ne renonce pas à écrire le nom. On va regarder de près, la corniche a été achevée avec les noms de gravure en 1913, exactement au même moment qu'était inaugurée la colonne de la bataille des peuples à Leipzig, qui commémorait donc la grande bataille de 1813. Défaite des armées de Napoléon et l'inauguration, qui sous prétexte d'inaugurer un temps de paix, était en fait un véritable rappel de ce que fut la guerre napoléonienne et l'antagonisme franco-prussien. Eh bien, malgré cela, on ne renonce pas à écrire le nom de Berlin. On aurait pu écrire celui de Leipzig aussi, puisqu'il y avait ces deux bibliothèques importantes et historiques, et puisque pour l'Italie, par exemple, on a mis la bibliothèque de Florence comme celle de Rome, pour rappeler l'Antiquité et la Renaissance, mais aussi parce que tout simplement, en 1913, il y avait deux bibliothèques dans le royaume d'Italie qui avaient le dépôt légal. Comme de nos jours, il y a deux bibliothèques nationales centrales en Italie, celle de Florence et de Rome. Si l'architecture de la Bibliothèque nationale, au début du XXe siècle, veut célébrer la paix des livres, en quelque sorte, en maintenant le nom de Berlin, ces collections, pourtant, disent une autre relation au monde. Nous savons que la bibliothèque des princes et du roi s'enrichit dès le début de l'époque moderne, depuis la bibliothèque du roi, puis la Fontainebleau, s'enrichit de collections étrangères. De cette collecte, qui fait suite au rapide des débuts de l'époque moderne, on passe à la période de confiscation de l'époque révolutionnaire et de la décennie de domination napoléonienne en Europe. Le constat est clair, il est fait par un observateur de la Bibliothèque nationale
internationale de l'époque révolutionnaire, je cite, « Pendant l'époque révolutionnaire et napoléonienne, pour la première et la dernière fois de son histoire, la bibliothèque a doublé son fonds. Certes, cet accroissement est d'abord dû au rapatriement, appelons-le ainsi, des biens ecclésiastiques et au démantèlement du trésor de Saint-Denis, de Metz et de Chartres. Et si les collections croissent, c'est évidemment en raison des confiscations, des spoliations et des prises de guerre dans l'Europe en guerre, dans l'Europe dominée par les Français. Ce que dit alors la bibliothèque du rapport de la France à l'Europe entre 1793 et 1815 n'est rien d'autre que ce qui est observé et désormais bien étudié pour la période des opérations et des occupations militaires, à une phase de pillage individuel qui épargne relativement les bibliothèques, succède une phase de collecte ciblée qui est confiée à des commissions dites des sciences et des arts, incorporées aux armées, dont l'une des plus efficaces, on se le rappelle, est la commission de l'armée du Nord, de l'armée sambraineuse, chargée du rapatriement de plusieurs milliers de pièces au cabinet des estampes. C'est enfin, troisième phase, à partir de 1796 et 1797, que s'organisent les campagnes de spoliation systématique qui se poursuivent de façon organisée sous le consulat et l'Empire, avec des missions qui sont cette fois confiées à des fonctionnaires, collectionneurs, historiens, artistes, experts. Voilà ainsi qu'en décembre 1806, Stendhal rencontre vivant de nom à Brunswick. Il avait été envoyé à la bibliothèque bien connue de Wolfenbüttel pour saisir 400 volumes, dont une majorité incunable, pour la bibliothèque impériale, dont une grande partie, peut-être même l'ensemble, a été rendue. On n'est pas vraiment, à vrai dire, au cœur d'une mécanique diplomatique. Président, le sujet que vous m'avez confié, si ce n'est au moment des traités de la fin de l'Empire et des restitutions. Pourtant, ce qui est important et ce qu'il faut rappeler, c'est que la mémoire des confiscations de guerre s'efface au bénéfice de la reconnaissance au XIXe siècle du rôle technique et scientifique de la bibliothèque, qui s'apparenterait en quelque sorte, en réalité, au primat d'une diplomatie professionnelle relevant déjà de la bibliothéconomie. En clair, pour dire les choses très simplement, le thème étant que les documents, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur provenance, seraient mieux conservés et valorisés. Une reconnaissance et un constat qui est fait aussi, je l'ai vu de près, par un certain nombre de savants italiens ou allemands qui parlent pourtant de trésors qui ont été chez eux. Ainsi, la bibliothèque continue tout au long du XIXe et du XXe siècle à dire une ambition culturelle et scientifique de la France à travers sa volonté de conservation et de valorisation dépassant le seul patrimoine national. Cette ambition renvoie certes à l'établissement de rapports de force qui, quand ils ne sont pas aussi clairement conflictuels et guerriers que pendant l'époque napoléonienne, n'en sont pas moins violents. La période coloniale est évidemment marquée, elle aussi, par un accroissement des collections qui passe par des confiscations et des prises de guerre et par l'exportation coloniale du dépôt légal, celui de Pondichéry, comme pour la Grèce de l'Afrique occidentale française. En ce domaine, et pour évoquer très simplement, de façon lapidaire, notre actualité, la Bibliothèque nationale de France, qui, je le rappelle, ne possède pas ses collections, mais les gère pour l'État, se soumettra, tant que besoin, aux lois de restitution qui viennent d'être votées par la représentation nationale. Il reste que les collections étrangères, patrimoniales, sont aussi le résultat d'acquisitions et de dons qui, eux, sont incontestables et illustrent, d'une part, la volonté d'inventaire universel de la bibliothèque et de l'autre, sa force d'attraction. Tout ça relevant d'ingrédients de cette politique de puissance que j'évoquais en citant le livre publié en 2023. Pour illustrer ce volet au XIXe siècle, il suffirait de mentionner l'acquisition systématique emblématique du First Folio de Shakespeare auprès de la librairie Crozet en 1840. Simplement, c'est au XXe siècle que je souhaiterais nous transporter avant d'arriver au terme de cet itinéraire en rappelant, à titre d'exemple, il me semble que ce sont des cas d'études intéressants, le destin de deux remarquables fonds étrangers dans nos collections, celui de Heinrich Heine et celui de Miguel Ángel Astúriz.
les archives et manuscrits d'Asturias ont été légués à la Bibliothèque nationale par l'auteur lui-même. Nous avons, je ne vais pas le rappeler, mais il y a à la Bibliothèque nationale un certain nombre de fonds, évidemment, d'auteurs étrangers, en dehors du dépôt légal qui fait que un grand nombre de leurs œuvres, dès lors qu'elles sont traduites, parfois des éditions originales, sont chez nous. L'écrivain guatémaltèque, prix Nobel en 1967, s'était installé dans les années 60 à Paris, on se le rappelle peut-être. Dans le dossier d'archives, très complet, que nous conservons dans la bibliothèque, nous trouvons le témoignage de plusieurs rencontres du prix Nobel avec l'administrateur général de l'époque, Étienne Dennery, géographe et diplomate, qui est nommé à la tête de la Bibliothèque nationale à un poste d'ambassadeur. Il est donc normalement très sensible à la question. Il en a porté témoignage et il ressort des échanges et des archives que nous avons que si Asturias a voulu léguer ses papiers à la France, c'est d'abord pour payer, et il le dit très clairement, son tribut au pays des droits qu'il a accueillis. Il y a une diplomatie des droits de l'homme, et cette diplomatie des droits de l'homme, nous la voyons là très clairement en exercice. Puis, s'il l'a fait, c'est désormais, dit-il, pour insister sur l'amitié entre la France d'un côté et, non pas son pays, mais son continent, dans son entier, de l'autre. La dissymétrie des relations de la France avec les continents du Sud, c'est pas simplement une figure de discours. On le trouve très souvent, et je cite l'administrateur de la bibliothèque de l'époque, Dennery, qui dit le vœu de l'écrivain, c'était que la remise de ces documents fut l'occasion d'une grande manifestation d'amitié entre la France et l'Amérique latine à sa venue. Enfin, l'ultime raison de léguer un fonds à la Bibliothèque nationale, c'est de le faire à une bibliothèque qui, dit l'auteur, dit Asturias, permet la valorisation et la recherche de ses propres manuscrits, parce qu'il existait un centre universitaire à Nanterre qui travaillait sur lui déjà de son vivant, et qu'Asturias continue à travailler sur lui, que l'on travaille bien en attirant donc des savants venus d'autres pays. Nous sommes réellement dans une diplomatie, là, pour le coup, scientifique d'attraction. C'est pour rappeler ce contexte, du reste, que la veuve d'Asturias n'hésite pas à écrire à la Bibliothèque nationale, et même à un secrétaire d'État, en ces termes, pour dire sa difficulté, les difficultés qu'elle éprouve dans son pays, mais pour rappeler qu'elle est bien consciente de la portée du geste de son défunt mari. Je cite, « La nouvelle du don Asturias à la BL, a été fraîchement accueillie à l'étranger, surtout en Amérique latine, et pas au Guatemala seulement. » Elle ajoute que Asturias est accusé d'avoir trahi son pays et sa culture. Et la veuve Blanca ajoute, là pour le coup avec une pointe de malicieuse bienveillance, qu'elle peut combattre, je cite, contre ceux qui veulent faire jouer à la France qui a accepté le don le rôle assez ambigu d'accapareur, en rappelant le contexte universitaire et scientifique auquel l'auteur tenait, le prix Nobel le tenait, soucieux de l'examen raisonné, scientifique de son texte, de la diffusion de son exégèse et surtout de la meilleure conservation possible, et puis en exigeant un certain nombre de conditions en retour. Bref, le transfert de connaissances est là pour légitimer le transfert de propriété et l'aliénation d'un patrimoine littéraire. N'est-ce pas la meilleure façon de faire oublier le temps des accaparements du XIXe siècle? C'est en tout cas la dynamique qui est au cœur d'une bibliothèque nationale qui veut s'affirmer comme un vecteur de diplomatie scientifique et d'influence culturelle positive. Je voudrais clore avec cela. Retrouvons là pour le coup Heine pour nous conduire au seuil de cet ultime volume. Heinrich Heine, deuxième cas d'étude. En octobre 1966, très récemment, la bibliothèque achète, pour la somme d'1 500 000 francs, un important lot de manuscrits de Heine qui sont détenus par un collectionneur israélien. Et là, nous disposons là aussi d'un très imposant dossier archivistique qui n'a pas vraiment fait l'objet d'études et de publications. Alors, voilà ce que nous livre le dossier, en tout cas ce que j'en ai tiré. L'acquisition
met la bibliothèque au cœur d'un véritable jeu de diplomatie scientifique et même de diplomatie parallèle. Lorsque les germanistes universitaires, évidemment c'est eux, le département de l'industrie, de l'ABN, prennent contact avec les spécialistes allemands. On a Heim, on a acheté Heim, que fait-on? On va voir les spécialistes de Heim en Allemagne pour une éventuelle édition, et édition commune avec les morceaux substantiels qui sont en Allemagne. Que font-ils? Ils permettent en 1966, comme de droit, de bons diplomates d'équité, ils s'adressent à l'Ouest et ils s'adressent à l'Est. Et là, les professeurs français, très célèbres de grands germanistes, Grappin, David, Berthaud, sont des très grands noms de la germanistique et même de l'histoire de l'Allemagne, sont très très mal reçus. On le voit dans leur correspondance par les collègues de l'Ouest, des archives Heim, alors qu'ils sont accueillis avec enthousiasme par leurs collègues de la RDA, du centre Heim de Weimar. Moi, ils m'envoient, c'est très clair, ils décident de collaborer à l'édition de RDA, et Pierre Berthaud écrit à son ami, l'administrateur d'Henry, encore à l'époque, je t'informe de la situation de l'affaire Heim. L'équipe française du CNRS, qui est liée à la bibliothèque, et l'équipe est-allemande sont très avancées. Il s'agit d'une opération indiscutable d'un point de vue scientifique. Que dire d'un point de vue diplomatique? Weimar s'est associé des Français. C'est une opération qui n'engage en rien le Quai d'Orsay. Reste à voir les incidences sur nos relations avec la RFA. Le ministre des Affaires étrangères de Bonn serait malvenu de refuser aux savants français une coopération avec l'Allemagne de l'Est à laquelle il encourage ses propres nationaux. C'est l'époque où on va vraiment dans ce sens, y compris d'un point de vue scolaire et académique. Là, on est vraiment, il me semble, confronté, et il me semble intéressant, sans faire de ce cas particulier un cas complètement emblématique, mais on est vraiment confronté à ce que signifie mener une diplomatie scientifique à partir d'une acquisition documentaire, donc d'édition cardinale de la Bibliothèque nationale, le faire dans un premier temps de façon parallèle, après avoir quand même besoin, quoi qu'en disent Henry et Berthaud, de l'aval du Quai d'Orsay. Il reste que les autres occasions pour la bibliothèque de contribuer à notre diplomatie d'attraction sont en général plus communes et moins risquées. D'abord, à travers l'attraction et l'accueil des lecteurs étrangers. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On est accoutumé, d'ailleurs, quand on s'intéresse à ça, à faire défiler la cohorte des cartes, des célèbres lecteurs, prestigieux lecteurs étrangers ou de leur demande d'autorisation. Les demandes d'accès transitent toujours, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, par les ambassades, d'ailleurs, présentes à Paris, comme celle de Rilke et de Joyce, par exemple, dont on a évidemment la trace. Ou alors, des personnages politiques déjà illustres, comme Lénine, qui a besoin d'une recommandation française, et qui se fait recommander par un conseiller de canton nivernais, socialiste de l'époque, dont je n'ai pas retenu ni porté le nom, mais que nous retrouverons sans difficulté. Il est présent dans le dictionnaire ouvrier de Métron. C'est là que j'en avais retrouvé trace. Bref, ont bien étudié les collections patrimoniales des imprimés français. Souvent, on voit bien que les écritures autobiographiques témoignent du passage dans la salle d'études. On a un certain nombre de témoignages. On n'a pas proposé d'édition d'une anthologie des témoignages des visiteurs étrangers célèbres, mais pourquoi pas. Ce passage, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, notre époque investit évidemment aussi volontiers la bibliothèque François Mitterrand. À la fin des années 1990. Pourquoi? Eh bien parce que c'est dans les secteurs de recherche que viennent nos lecteurs étrangers, et donc dans les secteurs de recherche, au niveau de recherche de la bibliothèque François Mitterrand, les imprimés, ils sont très nombreux. La situation actuelle montre que, par exemple, les étrangers, les bibliothèques de recherche représentent de 32% à 39% des lecteurs, selon l'État. François Mitterrand ou à Richelieu, mais en tout cas une proportion importante. Et puisque la statistique nous permet de le savoir, on se félicite de compter par ordre décroissant les nationalités.
et les nationalités suivantes. Les premiers, physiquement présents, étant depuis au moins une décennie, vu les statistiques, les Italiens d'abord, puis les États-Unis, les Américains des États-Unis, les Chinois, les Allemands et les Brésiliens. Au même moment, un autre aspect n'est pas à négliger de notre attractivité à travers non plus la consultation physique, mais la consultation à distance. Au même moment, 40% des visites effectuées sur les collections numérisées de Gallica, la grande bibliothèque numérique de la bibliothèque, se font de l'étranger, avec les États-Unis en tête, puis l'Italie, et surtout, on a vu pour les 2 dernières années, l'Algérie qui s'est glissée en tiercé. Voilà une notation intéressante. Alors, la statistique porte déjà sur la période des mois qui ont précédé la rupture des relations diplomatiques. Enfin, elle se poursuit. Et d'Algérie, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que les consultations venues d'Algérie sont majoritairement des consultations d'Algériens francophones. Donc, voilà un élément en termes de diplomatie d'attractivité extrêmement significatif et intéressant. Une façon pour moi de rappeler que dans l'escalade des superlatifs qui caractérisent notre bibliothèque, 2e ou 3e bibliothèque physique du monde, premier établissement culturel de notre pays, et jusqu'à aujourd'hui, le premier budget du reste du ministère de la Culture, il y a un superlatif qui est indéniable, c'est que notre bibliothèque serait la première bibliothèque numérique, ou est la première bibliothèque numérique du monde, avant même la librairie du Congrès, avec la bibliothèque du Congrès, la Library of Congress, avec 11 millions de documents numérisés, un quart de notre corpus, soit, nous dit-on, 500 milliards de mots océanisés. Simplement, on vient aussi visiter la Bibliothèque nationale sans forcément vouloir y étudier. C'est un aspect que je veux mentionner. On dispose ainsi des carnets d'un grand conservateur au département des manuscrits qui avait, au début du siècle, soigneusement consigné le récit des visites officielles, déjà des visites protocolaires. On y trouve ainsi le récit de la visite en mars 1914 du président du Sénat du Portugal, qui voisine avec celui de la visite du président Theodore Roosevelt ou du milliardaire chinois Li Hongchang. Clairement affirmé un protocole du tourisme scientifique, mais c'est un rôle du tourisme tout simplement, et en tout cas un rôle protocolaire lié à notre diplomatie d'attraction que nous mettons, il est vrai, depuis quelques années, de nouveau au premier plan. Voilà qui permet de mieux entendre ce que signifie l'effort de diplomatie active de la Bibliothèque nationale, à travers l'exportation de son image et de ses pratiques professionnelles. L'immense atelier qu'est notre bibliothèque est un atelier observé de l'extérieur, a fortiori après la construction des 4 tours de François Mitterrand par Dominique Perrault, imitée par notre bibliothèque. La Bibliothèque royale du Maroc s'est faite sur le modèle de la bibliothèque. Il n'y a pas 4 tours, il y en a une seule. Peut-être moins imposante, mais en tout cas même la toponymie interne de la bibliothèque reprend celle de la Bibliothèque nationale de France et des tours François Mitterrand. Simplement, c'est pas nouveau cela. On trouve déjà l'idée que l'image professionnelle de la bibliothèque est un facteur de notre diplomatie. Je voudrais en prendre comme exemple un film tourné en 1956. Vous vous rappelez peut-être que le jeune réalisateur Alain Resnais décide de tourner un documentaire sur la bibliothèque en 1956. Il choisit de façon sélective de ne pas s'appesantir sur l'architecture, la belle architecture des bâtiments qui sont sur le site Richelieu. Il choisit de façon sélective de ne pas passer trop de temps au cabinet des médailles ou au département des manuscrits pour montrer des trésors. Certes, il en montre. Il est convenu, je cite, que c'est au département des imprimés et des périodiques et au service commun, photo et restauration, que la plus grande partie du film sera consacrée. Son intérêt, c'est de filmer un monde professionnel, fait de tradition, certes, mais déjà de grande modernité. Et d'ajouter d'ailleurs, le film sera malheureusement en
en noir compte tenu du budget actuel. Ah oui, parce que le budget n'est peut-être pas faramineux, mais ce qui apparaît surtout, c'est que sa principale source de financement, c'est le ministère des Affaires étrangères. Là, pour le coup, c'est un élément que j'ai découvert en consultant le dossier auquel je souhaite consacrer un petit article, parce qu'on est au cœur de notre diplomatie de propagande, d'une certaine façon. Et on n'a jamais dit et vu que le film de René avait été stipendié, avait été financé par le ministère des Affaires étrangères. Or, on a toute la correspondance avec le Quai, avec le département, à ce moment, de ce jeune réalisateur. Le film relève d'une forme supérieure de propagande destinée à l'étranger et centrée, ce qui là, pour le coup, est extrêmement nouveau, sur la modernité professionnelle et pas seulement sur l'éminence des trésors que l'on trouve à la bibliothèque. Nos archives administratives tiennent d'assez nombreuses demandes de bibliothèques étrangères, mais surtout, et très intéressant, de nos postes diplomatiques, comme par exemple une lettre de notre ambassadeur au Venezuela, 10 ans après la sortie du film, qui demande à ce qu'on lui envoie une copie du film parce qu'il veut le projeter pour parler de notre rayonnement. Enfin, une plus importante traduction de cette diplomatie professionnelle conquérante tient au rôle qu'assume la BNF dans l'invention, la Bibliothèque nationale, dans l'invention et l'imposition de normes internationales en matière de bibliothéconomie. Il y a une diplomatie professionnelle qui est souvent une diplomatie multilatérale liée au monde professionnel des bibliothèques dans laquelle la France occupe une place éminente. Depuis 1994, depuis l'établissement de l'Agence bibliographique nationale au sein du département des métadonnées, c'est la BNF qui fournit un cadre normatif pour la diffusion des données au niveau international, même si on ne le sait pas. Elle est présente en bonne place dans toutes les instances normatives internationales, l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques. C'est du reste une émanation de l'IFLA qui a formalisé cette diplomatie des bibliothèques dont je parlais au début à travers l'expression de Libraries Advocacy. Tout cela est une façon de pratiquer une diplomatie multilatérale qui s'ajoute à tous nos accords bilatéraux avec les bibliothèques des autres pays. Si l'on sait imposer des normes, il arrive aussi que l'on doive se battre contre celles qu'on veut nous imposer. C'est aussi une forme de diplomatie. Ce que dit en effet la Bibliothèque nationale de France, c'est l'effort qui est fait pour contribuer à la souveraineté culturelle et scientifique, non plus simplement de la France, mais du continent européen et tout précisément de l'Union européenne. La campagne est bien connue, que mena par exemple Jean-Noël Jeannet contre Google, à travers son petit livre rouge, il y a 20 ans, Quand Google défie l'Europe, les esquisses d'une bibliothèque numérique européenne, le rôle de la BNF dans la conférence européenne des bibliothèques nationales, témoignent du rôle de la place qu'occupe la bibliothèque dans cette volonté de faire triompher, ou en tout cas de faire progresser des normes institutionnelles au niveau européen. Ainsi, conclure, la BNF, troisième bibliothèque nationale, donc établissement culturel à la fois et scientifique, à la fois acteur et vecteur privilégié de notre diplomatie culturelle, patrimoniale et scientifique, se manifeste à travers, plutôt promeut le déploiement de la France à l'étranger comme son attractivité sur le sol national. Tout cela figure depuis mai 2024, même si cela existait déjà, mais désormais très clairement dans les axes stratégiques prioritaires de l'établissement. Cela a été validé même par la lettre de mission de la ministre. Les grands enjeux sont de trois ordres. D'abord, développer les accords bilatéraux professionnels entre la BNF et ses homologues ou établissements assimilés, sans oublier l'Europe. C'est pourquoi notre direction des relations internationales, le directeur est présent, ne s'appelle plus simplement directeur des relations internationales, mais direction des relations européennes et internationales. Ensuite, deuxième axe, agir en appui de la politique culturelle internationale de la France grâce à la diversité des intérêts, des collections, à la complétude exceptionnelle de son dépôt légal. On a tout dans notre dépôt légal.
même le plus ancien et le plus complet dépôt légal de jeux vidéo au monde. C'est une marchandise dans notre diplomatie culturelle, et moins selon les pays dans lesquels on va. Donc, grâce à la complétude de son dépôt légal et de ses acquisitions, développer ce soutien de notre diplomatie autour de la francophonie, autour des industries culturelles créatives, autour des usages de l'intelligence artificielle, autour des expertises patrimoniales, avec des partenaires privilégiés, au gré aussi de notre diplomatie économique et politique, même si ce n'est pas ce qui arrive en premier. Ce qui arrive en premier, ce sont les orientations liées à notre propre politique. Enfin, participer activement, c'est un élément sur lequel je veux insister pour terminer, à une géopolitique culturelle et scientifique de solidarité, à une diplomatie de solidarité des bibliothèques que la France doit développer à l'endroit des pays et des institutions en crise dans le monde. Mon prédécesseur avait, dès la crise ukrainienne, avait mis au point un certain nombre de mécanismes d'aide aux bibliothèques ukrainiennes, et notamment la Bibliothèque nationale d'Ukraine. Nous ne faiblissons pas dans ce domaine. Nous développons notre géopolitique du livre et de la bibliothèque de solidarité avec le Proche-Orient, avec l'ensemble des pays du Proche-Orient, avec Haïti, avec les pays francophones d'Afrique et d'Asie, en passant notamment par une institution extrêmement importante qui est le réseau francophone numérique, qui nous permet d'aider des pays à numériser leurs gisements documentaires et qui nous permet peut-être, à terme, ou à moyen terme, de proposer en ces temps d'intelligence artificielle une plateforme, une base de données qui puisse nourrir l'intelligence artificielle générative en français et pas seulement en anglais, grâce à la fédération, grâce à l'union de toutes nos forces documentaires. Ce que la bibliothèque dit de notre relation au monde, avec ses plus de 40 millions de documents, avec ses 80 000 ouvrages qui entrent par dépôt légal chaque année de France, et ses 50 000 ouvrages étrangers achetés aussi chaque année, ce que la bibliothèque de France dit au monde, c'est ce que déjà proclamait Michelet dans son introduction à l'histoire universelle publiée sous la monarchie de Juillet. Je cite, « Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France, ce qui est peut-être une autre façon de mettre la France et sa bibliothèque au centre du monde. Vous attendre, c'est cette façon que nous voulons promouvoir. Et nous savons, en promouvant cette image d'une France culturelle, littéraire, scientifique, forte, héritière de ces traditions ouvertes au monde, nous mettons au service de notre diplomatie l'image et les réalités d'une forme de puissance. L'une des formes, je ne dis pas la seule, non, et peut-être l'une des rares formes de notre primat qui ne soit pas considérée comme illégitime, et cela malgré le postcolonialisme. Je pense comme historien, je pense comme éphémère diplomate, et désormais comme bibliothécaire en grand, que dans la géopolitique actuelle, un climat qui n'est pas jugé comme illégitime, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention qui nous a permis de constater effectivement l'importance du rayonnement de la bibliothèque à travers non seulement la bibliothèque nationale, non seulement à travers la francophonie, mais à travers le monde dans son ensemble. Avant de céder la parole au public, je voudrais vous poser une première question. Est-ce que, vous l'avez déjà un peu évoqué, est-ce qu'il existe une coopération plus ou moins institutionnalisée entre les grandes bibliothèques du monde occidental, une sorte de G7 de bibliothèques? Alors, Monsieur le Président, dans ces modes de coopération, je m'aperçois qu'on se défie de coopération formelle qui ne rassemble que les grands. J'essaie des bibliothèques, non, peut-être informellement, mais en tout cas, il existe des modes de coopération qui sont tout simplement institutionnalisés, formalisés.
à travers d'abord, au niveau européen, mais au niveau européen, Conseil de l'Europe, la conférence européenne des bibliothèques nationales, la CENL, Conference of European National Libraries, qui a un congrès, une conférence chaque année, qui a un bureau exécutif. Sa présidence est actuellement assurée par la Bibliothèque nationale. Nous avons la vice-présidence, parce que, je le dis très simplement, et sans fanfaronnade, parce qu'on a refusé la présidence tout simplement pour laisser à la plus petite bibliothèque le soin de l'exercer. Je plaisante, mais parce que la Bibliothèque nationale allemande avait déjà exercé ce mandat et le directeur souhaitait la poursuivre. Voilà une structure qui fonctionne bien, mais qui est une structure essentiellement professionnelle. Là aussi, nous nous réunissons une fois par an. L'an dernier, c'était à Édimbourg. Cette année, dans une semaine, je crois, enfin à mi-juin, la réunion a lieu au Luxembourg. Chez notre bureau exécutif fait partie donc, choisit les destinations et les thématiques. Quelles thématiques affrontons-nous? Des thématiques techniques et vraiment liées à la professionnalisation. Et quand il s'agit de thèmes généraux, comme l'intelligence artificielle, comme les usages éthiques de la numérisation et de l'intelligence artificielle, ces thèmes sont quand même toujours focalisés sur le métier de la conservation, de la collecte et de la valorisation. Je dis cela, et c'est un élément de débat, parce que la conférence européenne des directeurs de bibliothèques nationales, les présidents, refusent de faire ce que l'on appelle lobbying au niveau européen et refusent de peser au niveau politique. Donc, pas d'émanation à Bruxelles, même pour faire évoluer le droit en la matière. Et nous avons eu cette discussion, on avait soulevé cette question de notre rôle diplomatique. Peut-être les choses évoluent-elles, mais en tout cas, c'est ainsi. Ensuite, il y a une très grande association, fédération plutôt, qui est la fédération internationale de l'ensemble des bibliothèques ou des institutions, des associations de bibliothèques, qui s'appelle l'IFLA, qui réunit son congrès, là aussi, connaissance une fois par an. L'an dernier, c'était au Kazakhstan, je ne suis pas allé, un certain nombre de mes collègues y furent, parce que cette conférence est organisée autour d'ateliers, d'innombrables ateliers professionnels qui font intervenir beaucoup de conservateurs et de bibliothécaires. Cette année, elle aura lieu en Corée, et j'irai à la mi-août. Là aussi, ce sont des sujets extrêmement professionnels, important d'y participer. Donc là, par ailleurs, il y a une structure extrêmement importante que j'ai à peine ébauchée, évoquée, qui rassemble l'ensemble des bibliothèques et archives, et une partie des archives des pays francophones, qui s'appelle le réseau francophone numérique, le RFN, qui a été créé il y a une vingtaine d'années, sur le projet d'établir une grande bibliothèque numérique, ou plutôt de mettre en commun les problèmes que posait la numérisation ou les acquis. C'est une structure extrêmement forte, qui est actuellement présidée plutôt par la Bibliothèque et les Archives de Québec. Sont nombre de pays, et cela, je l'évoquais lorsque je mentionnais nos efforts et notre volonté de promouvoir une diplomatie de solidarité. Parce que la numérisation actuellement, c'est un des enjeux principaux de solidarité entre les bibliothèques. Donc, bien sûr que dans ces structures, il y a toujours un petit groupe des grandes bibliothèques, mais il n'y a pas, à ma connaissance, d'émanation d'un exécutif des bibliothèques les plus importantes. L'intérêt même que nous avons, c'est de toujours faire en sorte que les rencontres se passent dans un pays moins important pour valoriser une bibliothèque ou une nouvelle adhésion de
bibliothèques. Le réseau francophone numérique, j'achève avec ça, pèse énormément sur tout ce qui est francophonie. Nous avions souhaité, par exemple, quand la conférence sur la francophonie, le sommet de la francophonie a eu lieu à Villers-Cotterêts, que nos collègues représentants le RFL, le réseau francophone numérique, notamment sa présidente, s'invitaient, l'ont été, et on avait essayé même, je crois que ça a été le cas, de peser sur les déclarations finales du sommet de Villers-Cotterêts. Nous préparons, je ne sais pas si ce sera notre présence, mais en tout cas celle du réseau francophone numérique, au prochain sommet de la francophonie qui aura lieu au Cambodge, si mes souvenirs sont. Je pense que les questions qui vont nous être posées. Qui fait la première question? Oui, monsieur. Monsieur le Président, on va se faire une projection dans 10 ans. Comment la Bibliothèque nationale se prépare-t-elle à l'évolution des technologies du numérique? Merci. Merci pour cette question. J'oserais d'abord répondre en disant que, là pour le coup, c'était une surprise pour moi, je ne l'imaginais pas, mais la Bibliothèque nationale de France s'est préparée aux grandes évolutions numériques depuis longtemps, et c'est la bibliothèque, là pour le coup, qui a pris le tournant le plus précocement de l'ensemble de nos bibliothèques. Comment cela s'est traduit par la politique de numérisation intensive que j'évoquais tout à l'heure, qui fait qu'on a la plus grande bibliothèque numérique du monde, par le fait que nous sommes la première bibliothèque à avoir eu un dépôt légal du web, par exemple, ce que j'ignorais, par une vingtaine d'années, l'archivage du web a été pas inventé, mais en tout cas véritablement élaboré à la Bibliothèque nationale de France. Je l'ai vu pour avoir accueilli, c'était le premier grand congrès que j'ai accueilli dans mes nouvelles fonctions il y a 2 ans, le congrès international de l'archivage du web, mais au premier plan la bibliothèque. Pour avoir également promu mes prédécesseurs, mon prédécesseur immédiat, le président Angèle, la première feuille de route pionnière sur l'intelligence artificielle, que nous avons complétée, que nous avons développée, et qui existait. Donc, on se prépare parce qu'on s'y attend, parce qu'on s'est préparé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut affronter tous les défis. Le principal actuel étant la mise en œuvre d'une chose que la France fait légalement, et fait légalement avant beaucoup d'autres pays, c'est l'instauration du dépôt légal numérique, le DLN. Une loi présentée, votée d'abord au Sénat, mais présentée par la sénatrice Darcos depuis plusieurs années, dit que le dépôt légal numérique sera obligatoire. Et les décrets d'application sont en train d'être pris, on fait avec un peu de retard, mais dans le courant de l'année 2026, à la fin de l'année 2026, le DLN, le dépôt légal numérique, sera effectif. C'est déjà une révolution extrêmement importante et nous nous y préparons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous recevez un objet, un document en dépôt numérique physique, un livre, il faut qu'il soit assorti de sa version numérique. Ça ne veut pas dire que c'est sa version numérique qui va remplacer le livre, sauf pour l'auto-édition. Vous savez qu'il y a une partie importante d'auto-édition à la Bibliothèque nationale. L'auto-édition sera sûrement moyen terme considérée comme ne relevant que du dépôt légal numérique, et la loi nous le permettra. Donc, nous nous préparons à cela, aux évolutions techniques et aux évolutions légales qui suivent les évolutions techniques. Pas pour autant que nous résolvons tous les problèmes. Premier problème, le fait que les grandes évolutions techniques n'empêchent pas le besoin de place. On continue à avoir besoin de place. Et l'une des réponses apportées, c'est la construction d'un grand dépôt, pôle de conservation gigantesque, extrêmement moderne,
oxygène raréfié, on nous l'explique, à Amiens. L'appel à projet a été remporté par la collectivité territoriale des Hauts-de-France, qui finance une grande partie, tout cela est public, du pôle de conservation, qui doit être achevé en 2029. Sur les 110 ou 115 millions, on ne sait plus, les collectivités territoriales financent une partie importante, l'État et puis les fonds propres de la bibliothèque, et tout cela pour montrer que l'évolution technique, c'est aussi pouvoir continuer à assurer dépôt légal physique et la conservation de nos fonds, et notamment de nos gisements documentaires de presse. Le deuxième point, extrêmement important, c'est comment suit-on l'évolution liée, je pense que c'est ce qui est derrière votre question, à l'intelligence artificielle. Alors là, écoutez, on a plusieurs types de problèmes. On a d'abord comment on utilise l'intelligence artificielle dans le métier. Je parle devant un certain nombre de conservateurs et d'utilisateurs de bibliothèques que vous êtes. Il est de fait que l'intelligence artificielle peut être un accélérateur d'accomplissement de tâches liées au métier de la bibliothèque et des conservateurs, catalogage, identification, enfin un certain nombre de choses comme cela. À condition en même temps de faire en sorte que nos employés, nos bibliothécaires, nos conservateurs soient par ailleurs formés et rassurés sur le fait que les emplois évolueront sans forcément disparaître massivement. C'est le phénomène classique d'éviter un phénomène leudiste de lutte contre la modernité. Donc ça, c'est un vrai défi. Il est technique et social, mais nous savons que nous l'avons devant nous parce que l'intelligence artificielle sert le métier. Il faut en tout cas qu'elle serve le métier. Ensuite, l'intelligence artificielle, il faut qu'on sache l'utiliser dans notre rapport, notre interactivité avec les visiteurs de la bibliothèque, les lecteurs, les chercheurs. Et là, c'est très clair, l'intelligence artificielle apportera véritablement une plus-value dans la consultation des documents qui sont déjà numérisés. C'est un exemple que nous pourrions aisément évoquer. Reste un troisième point, qui là est le vrai défi. L'intelligence artificielle, elle est faite aussi d'utilisation des données. Plus une bibliothèque est numérisée, c'est notre cas, plus elle est l'objet de convoitise d'un certain nombre d'acteurs de l'intelligence artificielle. En fait, sans personnifier les choses, les données que nous avons sur Gallica, qu'elles soient libres de droit ou sous droit, elles peuvent être très facilement utilisées, collectées, y compris, et nous savons, par des robots. Nous avons des millions de collectes de robots collecteurs chaque jour, et donc on trouve un moyen. Là, c'est un vrai défi, c'est un défi légal. J'ai été auditionné pour cela à l'Assemblée nationale, parce que ce sont des choses dont on parle beaucoup, plutôt un moyen de protéger nos données. Alors, si on les délivre, eh bien, de le faire en connaissance de cause, en lien avec les éditeurs, et puis en faisant en sorte que soit indemnisé en quelque sorte le travail de préparation de ces données. C'est un défi extrêmement important, s'ajoute un ultime défi, et je termine avec cela, parce que ce défi peut-être renvoie aussi à une forme de médiatisation actuelle. Nous avons deux sites principaux de la Bibliothèque nationale, avant le troisième qui sera à François Mitterrand. Le premier site, c'est le site historique, dit site Richelieu. Ce site a fait l'objet de restauration, merveilleusement accompli, je peux le dire, puisque je suis pour rien, je suis arrivé ingénieur des travaux finis, tout avait été fait, bien fait par mes prédécesseurs. Tout a commencé avec Jeannet, a été poursuivi avec Racine et magnifiquement achevé par Angèle. Parfait, nous nous sommes occupés de ce site. Nous au même moment, n'était pas négligé le deuxième site, le site moderne François Mitterrand. Simplement, ce site, les 4 tours que vous connaissez très certainement, vient d'avoir l'âge qui n'est évidemment pas vénérable, enfin de 30 ans. Et à 30 ans, un bâtiment comme ça nécessite des formes d'entretien. Nous le faisons.
Mais c'est un défi important parce que entretenir un bâtiment de 30 ans, lutter contre l'obsolescence normale d'un bâtiment de 30 ans, quand c'est un bâtiment comme François Mitterrand, qui a une centaine d'ascenseurs, je passe le nombre d'entrées, des points sanitaires, je vous épargne la consommation énergétique, qui est à peu près celle pour une année d'une ville de 20 à 30 000 habitants. Donc tout cela va faire l'objet, c'est un défi important, doit faire l'objet, c'est programmé par les équipes, en tout cas, très clairement, doit faire l'objet d'une politique systématique d'entretien, de rénovation et de conversion thermique. Loin de l'idée qui peut être transportée parfois par la presse, j'ai entendu ça après les affaires du Louvre, loin de l'idée que la bibliothèque François Mitterrand est en train de s'écrouler, que je vous parle au moment où les tours fléchissent. Non, tout va bien, la Bibliothèque nationale de France et le site de Richelieu, c'est le site le plus ouvert dans les établissements culturels français, qui a accueilli l'an dernier 1 900 000 visiteurs. Donc, s'il y avait des problèmes, ça se saurait bien moins. Pour répondre à votre question, monsieur, le défi dit bâtimentaire est un vrai défi, et il est aussi un défi qui relève de la nécessité de lutter contre la médiatisation excessive et la circulation d'informations alarmistes. Il n'est pas négligeable comme défi aussi. Monsieur, vous voulez Oui, je voulais savoir sur les données de la bibliothèque, s'il y avait des données qui étaient protégées et qui étaient uniquement visibles par les personnalités politiques ou militaires. Non, tout est protégé, mais rien n'est réservé au sens où, sauf ce qui est déposé. On a des données d'archives aussi, il y a beaucoup d'archivistes tout de même. Ce qui est déposé par les particuliers, les manuscrits peuvent être soumis à des conditions particulières de consultation et d'utilisation, mais rien n'est... la loi du reste nous prescrit. Merci. Oui. Je voudrais savoir si la numérisation des documents et Gallica a eu des incidences sur la fréquentation des salles de lecture. Sur la Fréquentation des salles de lecture. Ça, c'est une vraie question. On a évidemment, tout particulièrement, essayé d'instruire cette question, parce que depuis quelques années, il y a eu, alors avec l'épidémie, il y a eu une baisse sensible de la fréquentation des salles de recherche. Celle-ci. Alors, je le dis parce que cela est vrai, on remonte la pente. Et j'ai dans mes missions, au plus haut niveau, celle de rappeler, je le fais sans cesse, que la première des vocations de notre bibliothèque patrimoniale, après donc sa vocation régalienne dépôt légal, c'est celle d'être une bibliothèque de recherche. Et pas un ensemble de salles ou de locaux de manifestations culturelles, même si on est très heureux d'en faire, à condition de valoriser nos documents et notre direction des collections. Mais la première des vocations, c'est ça. Et donc nous appliquons vraiment à retrouver dans sa plénitude notre public de chercheurs. Sauf que notre public de chercheurs, les façons de le retrouver ne sont pas toutes de le retrouver en présence physique. Nous pouvons aussi faciliter, donner un certain nombre de facilités à distance. Donc, enfin, développer. Et on se dit, est-ce qu'en développant est-ce que la consultation de Gallica, qui croit, toujours, enfin, il me semble, en tout cas, je n'ai pas toutes les... Est-ce qu'elle croit comme un corrélat de la baisse? On s'aperçoit, après notre direction de la stratégie, de la recherche, que très souvent, en tout cas pour les salles de recherche, les gens qui consultent Gallica sont aussi des gens qui viennent sur place. En revanche, pour les non-chercheurs, parce que je ne dis pas la différence, c'est moi qui ai introduit cela,
pour d'autres formes de consultation, Gallica, c'est un élément qui se substitue au déplacement quand on est loin de Paris, quand on fait des recherches ponctuelles qui nécessitent d'avoir une pluralité, des recherches d'intérêt ponctuel qui nécessitent d'avoir une pluralité de références, de passer de l'un à l'autre, et on le fait très facilement avec Gallica. Donc, pour l'instant, je n'ai pas la preuve que Gallica fait décroître le nombre de chercheurs, mais je pense que Gallica nous permet d'avoir un public que nous n'aurions pas en salle, notamment pour les salles de tout public. On travaille vraiment à cela. On va avoir bientôt des résultats de l'enquête que notre direction générale a menée là-dessus. Monsieur. Merci beaucoup. J'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que maintenant on ne trouve pas de lecteur de microfiches, de lecteur de microfilms? Je voudrais savoir si toutes les microfiches et tous les microfilms ont été numérisés actuellement. Ouais. Et puis deuxième petite question aussi, puisque j'ai la parole, je continue. Vous avez parlé de l'Afrique noire et puis d'Haïti, Oui. Du sommet francophonie au Cambodge. Il y a eu le sommet à Hanoï. Donc il y a aussi le Vietnam qui est très important. Ah oui. Donc j'aimerais savoir s'il y a déjà un échange bilatéral avec les bibliothèques vietnamiennes. Parce qu'ils sont maintenant plutôt francophones, enfin américanophones que francophones. Merci beaucoup. Oui. Donc la première question sur les microfiches, je ne peux pas vous répondre de façon sûre sur l'ensemble, mais ce que je sais, c'est que moi, quand je venais consulter des microfiches à la Bibliothèque nationale, je consultais à la presse, en microfiche, en microfilm, enfin pas en microfiche, et ce qui était microfiché en matière de presse a été numérisé. Ça, je suis à peu près certain, je ne sais pas si mes collègues ici présents ont d'autres éléments, mais alors on a laissé quelques lecteurs de microfilms témoins à la bibliothèque, et on a tous été confrontés à l'enroulement intempestif des rouleaux de presse microfilmés. Je dois dire que là, on savoure le progrès, le seuil qui a été franchi, quantitatif et qualitatif. Je ne sais pas vous dire, pour être tout à fait honnête, si toutes les microfiches, par exemple les thèses étaient microfichées. On devait recevoir le centre de reprographie des thèses de Nîmes. Elles sont microfichées. Je ne pense pas qu'on ait numérisé les microfiches des thèses du centre de Nîmes. Je ne pense pas, mais je n'en sais rien. Je vous dis très honnêtement cela. Alors la deuxième question, c'est le Vietnam. Mais oui, bien sûr qu'on a des relations avec le Vietnam. J'ai rencontré la direction de la Bibliothèque nationale du Vietnam qui avait parlé de la commémoration de l'anniversaire, du centenaire de sa bibliothèque. Je me dois de remarquer que au sein du réseau francophone numérique, c'est peut-être un hasard, mais les représentants de la bibliothèque du Vietnam, plus haut niveau de la Bibliothèque nationale du Vietnam, n'étaient pas francophones. La francophonie, vous savez, nous savons dans le milieu diplomatique, les jeunes ambassadeurs, enfin je ne veux pas généraliser, mais en tout cas moi j'ai été très frappé par cela, fait comme poste, mais je rencontre, c'est le fait j'ai encore le souvenir de mon collègue ambassadeur du Vietnam, très jeune, à Vienne, qui était venu, très brillant, et qui était venu en commençant par s'excuser en disant « Mon père et mon grand-père parlent un français extraordinaire, mais il me l'avait dit en anglais. » Oui, alors, voilà. Très bien. Merci pour toutes ces réponses très documentées. Merci pour votre intervention qui a fait beaucoup de choses et qui montre la direction de la BNF qui participe à la politique du travail. Vous avez une année par ailleurs pour 2016 à l'étranger.
Merci à vous, Monsieur le Président. Merci à vous, Mesdames et Messieurs les membres de l'association. Merci à